Nous étions en vacances. Quand je ne suis pas rentré le soir, elle a paniqué. Au début, elle a cru que j'avais juste du retard. Elle m'a attendu près de la piscine pendant des heures. À l'heure du dîner, elle a commencé à poser des questions dans l'hôtel. Le personnel. Le réceptionniste. Même le barman. Personne ne m'avait vu depuis le matin. Le lendemain matin, j'étais officiellement porté disparu. Elle pleurait à la réception, affirmant que j'étais parti en excursion et que je n'étais jamais revenu. Ils ont appelé les autorités locales. Un rapport a été déposé. Elle s'est même rendue au commissariat du coin pas une, mais 2 fois. En larmes, tremblante, elle disait que son mari avait disparu sans un mot. Et quand elle est rentrée chez nous, elle a eu la plus grande surprise de sa vie. Mais revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Je m'appelle Antoine, un gars ordinaire qui possède quelques boutiques de téléphone. J'ai 35 ans, je travaille depuis mes 16 ans, et j'ai bâti une petite chaîne de magasins qui vendent des portables et leurs accessoires. Je pensais avoir tout compris à la vie. Une affaire stable, une voiture correcte, un prêt immobilier qui ne me faisait pas pleurer et puis elle est arrivée. J'ai rencontré Camille au cinéma, lors de la première d'un film d'action dans une vieille salle du centre-ville de Bordeaux. Vous savez, ces cinémas avec des sols collants, des néons qui clignotent comme s'ils étaient hantés, et une machine à pop-corn qui semblait plus vieille que moi. Je venais de m'asseoir avec mon grand coca et mon seau de pop-corn quand elle est passée devant moi, tenant un plateau comme si elle participait à une épreuve olympique. Blonde, yeux bleus, lèvres rouges, et une silhouette qui faisait tourner les têtes où les mecs faisaient semblant de ne pas regarder. Elle a trébuché légèrement, pas assez pour tomber, juste assez pour que son soda atterrisse en chute libre sur mes genoux. Mon Dieu, s'est-elle exclamée. Je suis vraiment désolé. J'ai ri. Que faire d'autre? J'étais trempé, gelé, et je sentais le cola à la cerise, mais ses yeux, on aurait dit le ciel juste avant le coucher du soleil. Je lui ai tendu mon verre comme si de rien n'était. Pas grave. J'ai connu pire comme premier encart, ai-je dit. Elle a ri. Et ce rire pas juste poli ou joli, mais fort, authentique. Elle s'est assise à côté de moi où elle a proposé de remplacer mon verre, mais j'ai dit de ne pas s'en faire. On a regardé le film côte à côte, chuchotant comme des ados qui sèchent les cours. Je me souviens à peine de l'intrigue, mais je me souviens qu'elle se penchait pendant les scènes de poursuite, que son parfum sentait la vanille et quelque chose de floral, et qu'elle mâchait son chewing-gum nerveusement. Après le film, on est resté sur le parking pendant plus d'1 heure, juste à discuter. J'ai appris qu'elle travaillait dans une agence de pub à Bordeaux. Elle m'a dit qu'elle venait de Limoges, qu'elle était venue pour ses études à l'université de Bordeaux, et qu'elle était restée. Je lui ai parlé de mes boutiques, de comment j'avais commencé avec un petit kiosque d'occasion dans un centre commercial et tout construit de zéro. Elle était drôle. Vive. Confiante, du genre à vous captiver. Elle posait des questions, retenait les petits détails que je mentionnais. Elle avait ce don de vous faire sentir comme la personne la plus intéressante au monde et c'est ça qui m'a accroché. On a commencé à se fréquenter une semaine plus tard. D'abord un café, puis un dîner, puis un week-end à Arcachon, juste parce qu'on s'ennuyait. Les choses sont vite devenues sérieuses. Elle a emménagé chez moi 2 mois plus tard. Son bail était fini, et ça semblait logique. En vérité, j'étais ravi de la voir près de moi. L'appartement était plus chaleureux avec elle. Plus vivant. La première année de mariage était magique, franchement. On s'est mariés dans une petite cérémonie dans une chapelle près du lac de Carcan. Juste les amis proches et la famille. Les dimanches sont devenus notre rituel. Brunch dans un petit bistrot qu'elle adorait, puis brocante, ou parfois juste vautré sur le canapé à regarder des vieilles comédies françaises sous une couverture. Et la manière dont elle me regardait, comme si j'étais son univers. Je me souviens avoir pensé, c'est ça. C'est ce que veut dire l'éternité. Je lui faisais totalement confiance. Je n'ai jamais douté d'elle. À l'époque, il n'y avait aucune raison. Elle était affectueuse, enthousiaste pour tout ce qu'on faisait. On planifiait des voyages, parlait d'avenir. Des enfants, peut-être. Un chien. Une maison plus grande. Elle disait vouloir un jardin, une balancelle, un endroit où vieillir ensemble. Mais avec le recul, cette première année était le sommet avant la chute. La lune de miel avant l'ouragan. La lumière éclatante avant le vacillement et l'obscurité. Je pensais avoir trouvé le paradis.
Je ne savais pas que j'avais acheté un billet pour mon propre enfer. La deuxième année n'a pas commencé par un éclat. Elle a commencé par un silence. Ce n'était pas brutal, rien de flagrant. C'était comme tourner doucement le bouton d'une gazinière à peine perceptible au début, jusqu'à ce que l'eau se mette à bouillir sans qu'on sache quand ça a commencé. Camille a changé. Elle était toujours belle, aucun doute là-dessus. Mais cette chaleur, la version douce, joueuse, qui fredonnait dans la cuisine s'est mise à vaciller comme une ampoule défectueuse. Un jour, j'ai réalisé que je ne l'avais pas entendue rire, vraiment rire, depuis des semaines. Elle devenait plus lunatique, cassante, même pour des broutilles. Je disais quelque chose comme « Tu veux des crêpes ou des œufs ?» Et elle soupirait comme si je lui avais demandé de faire sa déclaration d'impôt. Son ton était plus sec, sa patience s'amenuisait. Elle a commencé à rentrer tard du travail au souvent. Je sais que la pub, c'est un milieu intense. Je n'ai jamais douté qu'elle était douée dans son boulot, et je comprenais les vraies échéances. Mais c'était constant. Tous les 2 jours, puis tous les jours. On a un nouveau client. Gros pitch à venir. L'équipe est à la traîne. Toujours une excuse. Elle rentrait après 20 heures, parfois 21 heures. Au début, je gardais le dîner au chaud. J'attendais, son assiette dans le four, en essayant de rester positif. Elle arrivait, jetait à peine un œil, marmonnait, « J'ai déjà mangé » ou « Pas faim » et filait à la douche. Et quand elle me parlait, ce n'était pas vraiment parler. C'était répondre. Des monosyllabes. Ouais. Non. Plus tard. Occupé. Je demandais comment s'était passée sa journée, elle grognait et sortait son téléphone. Cet éclat dans ses yeux quand elle me regardait, il avait disparu. On ne se touchait plus comme avant. Elle esquivait les gestes anodins, comme se tenir la main ou un massage d'épaule. Je me disais que c'était juste une mauvaise passe. Les gens traversent des moments durs. Peut-être qu'elle était dépassée, peut-être que je n'en faisais pas assez pour la soutenir. J'ai redoublé d'efforts. J'ai pris en charge plus de tâches à la maison. Je lui apportais son café le matin, lui ai envoyé des fleurs à son bureau un mercredi, comme ça. Honnêtement, je commençais à me sentir comme un colocataire. Pire, comme un intrus dans ma propre maison. Et puis les mensonges ont commencé. Pas des gros mensonges, au début. Juste des incohérences. La réunion a duré plus longtemps, mais elle m'avait déjà envoyé un texto disant qu'elle partait à 17 heures. On est sorti boire un verre avec l'équipe, mais son parfum était plus fort, comme si elle venait de le remettre. Une nuit, elle a dit qu'elle était avec son amie Claire, mais quand j'ai croisé Claire à la quincaillerie quelques jours plus tard, elle m'a dit, l'air de rien, qu'elle n'avait pas vu Camille depuis des semaines. C'est là que le nœud dans mon estomac a commencé à grossir. Je ne voulais pas être ce mec, le parano, le mari collant qui ne fait pas confiance. Ce n'était pas moi. J'ai toujours cru que la confiance était la base de tout. On ne fouille pas. On n'accuse pas sans preuve. On pose des questions. On écoute. On croit. Mais quand je posais des questions, je n'obtenais que des mensonges. Elle renversait les choses, me faisait passer pour le problème. Tu es toujours méfiant en ce moment. J'ai besoin d'espace, Antoine. Mon Dieu, je peux respirer sans être interrogé? Et pourtant, elle ne voulait jamais discuter. Jamais réparer quoi que ce soit. Elle s'éloignait, encore et encore. J'ai cessé de me sentir comme son mari. J'ai commencé à me sentir comme son ombre. Un matin, elle portait un nouveau rouge à lèvres, un rouge sombre que je n'avais jamais vu. Je lui ai dit qu'elle était belle. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, c'est juste pour un pitch. N'en fais pas toute une histoire. Ce soir-là, elle est rentrée tard, sentant un parfum d'homme qui n'était pas le mien. J'en avais assez de faire semblant de ne rien voir. Alors, j'ai commencé à observer de plus près. Et ce que j'ai vu ensuite, ça a tout changé. Je ne sais pas ce qui m'a finalement poussé à bout, mais un mercredi de début de printemps, j'ai pris ma voiture, roulé jusqu'au bureau de Camille à Bordeaux, et me suis garé de l'autre côté de la rue, quelques minutes avant 17 heures. Je ne lui avais pas dit que je venais. Je n'avais pas de plan. Je suis juste resté là, fenêtre entr'ouverte, café dans le porte-gobelet en train de refroidir, et ce nœud dans la poitrine qui semblait fait de fil de fer. Son bureau était dans un de ces immeubles modernes en verre, dans le quartier des Chartrons. Je me suis garé en face de l'entrée,
coincé entre deux voitures, comme si j'avais une raison d'être là. Juste un mec qui attend quelque chose. 17h, puis 17h10. Puis 17h30. Je regardais les collègues sortir, riant, plaisantant. Toujours pas de Camille. J'ai reconnu Claire, son amie du bureau, discutant avec un type en gilet. J'ai reconnu quelques autres qu'elle avait mentionnés en passant. Puis, à 18h15 pile, je l'ai vue. Elle est sortie par une porte latérale, pas l'entrée principale. Elle n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Qui il était, je l'ai découvert plus tard. Grand, carrure large, cheveux bien coiffés, manteau qui semblait coûter cher. Même de loin, on voyait qu'il avait de l'argent. Il se tenait comme s'il possédait l'immeuble. Ils ne se tenaient pas la main, ne se touchaient pas, mais il y avait quelque chose dans leur façon de bouger aux proches, détendu, un peu trop à l'aise. Il a dit quelque chose, et Camille a ri. Vraiment ri, pas la version courte que j'avais eue à la maison. Je n'avais pas vu cette expression sur son visage depuis des mois. Elle a touché son bras légèrement, comme pour se stabiliser en riant. Puis ils sont partis vers le parking. Je ne les ai pas suivis. Pas encore. Je suis resté là longtemps, agrippant le volant, mâchoire serrée. C'était la première vraie fissure. L'image que j'avais de mon mariage, la vie qu'on construisait, a commencé à s'effondrer, lentement, silencieusement. Le lendemain, j'ai recommencé. Et encore. Pendant 2 semaines, je suis devenu une ombre. Chaque soir, je finissais le boulot à mes boutiques, prétendais avoir des courses à faire, et finissais dans ce même parking, à observer. Ils ne sortaient pas ensemble tous les soirs. Mais la plupart du temps, oui. 3 à 4 fois par semaine, comme une horloge. Il y avait un rythme. Mardi, mercredi, jeudi. Jamais le lundi. Toujours en milieu de semaine. Comme s'ils essayaient de ne pas être trop évidents, mais les habitudes se forment quand on devient trop à l'aise. Et ils l'étaient, clairement. Rien de flagrant au début. Pas de baiser. Pas de mains enlacées. Juste 2 personnes qui sortaient ensemble, marchant côte à côte, parlant près. Trop près. J'ai commencé à noter des détails. Au 2e jour, j'ai su qui était l'homme. Il s'appelait Vincent. Son patron direct. Directeur des comptes à l'agence. Marié, 3 enfants. Mais je n'ai pas confronté Camille. Pas encore. Je me disais que j'avais besoin de plus. Plus que des suppositions. Plus que des ressentis. J'avais besoin de preuves. Quelque chose de concret. Quelque chose d'indéniable. Parce que si j'allais mettre le feu à ma vie, je voulais être sûr que l'allumette n'était pas mouillée. Alors, j'ai continué à regarder. À me pointer là-bas. J'ai mangé plus de repas de drive que je ne veux l'admettre, assis là, les yeux rivés sur ces portes vitrées, regardant ma femme sortir avec un autre homme comme si elle n'avait pas fait des vœux avec moi 2 ans plus tôt. Je n'ai pas pleuré. Pas une fois. Mais je ne vais pas mentir, ça m'a vidé. Savoir que quelque chose ne va pas, c'est une chose. Le voir se dérouler en temps réel, ça vous change. Ça vous transforme d'homme en fantôme. Je ne pouvais plus rester assis dans une voiture à regarder de loin. J'avais besoin de réponses des vrais. Quelque chose que je pourrais tenir dans mes mains. Quelque chose que je pourrais voir. Je me sentais idiot de jouer au détective dans mon propre mariage, mais plus je voyais Camille sortir de ce bureau avec son patron, plus je réalisais que j'avais dépassé le point de non-retour. Je ne devinais plus. Je savais qu'il se passait quelque chose. J'avais juste besoin d'une vérité qu'aucun de nous ne pourrait nier. Ni elle, ni moi, ni personne. Alors, j'ai acheté une caméra cachée. Elle était petite, un de ces modèles à objectif minuscule intégré dans ce qui ressemble à une batterie externe. Déclenchée par le mouvement, longue autonomie, facile à dissimuler. J'ai décidé que le meilleur moyen était de la placer dans son bureau, cachée quelque part où personne n'irait fouiller. J'ai élaboré un plan la veille au soir, et le matin, tout était prêt, comme une horloge. Vers midi, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'avais une réunion d'affaires près de son bureau et que je passerais avec un déjeuner de son traiteur préféré. Elle a répondu par un pouce levé. Pas de cœur, pas de « hâte de te voir », rien d'enthousiaste. Juste un geste sec. Typique ces derniers temps. J'ai pris 2 sandwichs,
un paquet de chips et 2 thés glacés artisanaux qu'elle aimait. En entrant dans l'immeuble, j'ai joué la décontraction. J'ai salué la réceptionniste comme si j'étais un habitué. Personne ne m'a posé de questions. Sa collègue était à son bureau quand je suis arrivé chez Camille. Comme prévu, j'ai passé la tête dans l'embrasure et j'ai souri, comme si je n'avais que de l'amour en tête. Salut, je me suis dit que j'allais faire une surprise à ma femme qui bosse dur avec un déjeuner. Camille s'est tournée de son ordinateur, esquissant un sourire forcé. Elle avait l'air fatiguée. Oh, a-t-elle dit en se levant. C'est gentil. Pas l'accueil le plus chaleureux, mais peu importe. Je n'étais pas là pour ça. Sa collègue a dû sentir qu'elle était de trop et a décidé de nous laisser. Je vous laisse un moment, a-t-elle dit, souriant poliment avant de sortir. Pile ce que j'espérais. J'ai tendu le thé à Camille et j'ai demandé, dis, tu pourrais me faire un de ces cafés avec de la mousse que tu fais si bien? Tu sais, celui au lait d'avoine. Elle a hésité. Ouais, d'accord. Je vais voir si la machine est libre. Prends ton temps, ai-je dit, posant le sac de nourriture sur son bureau. Dès qu'elle est sortie, j'ai agi. Mes mains tremblaient, mais je suis resté concentré. Je me suis glissé vers l'étagère derrière son bureau pleine de vieux classeurs, la moitié étiquetés avec des noms de campagnes publicitaires périmés. Parfait. J'ai glissé la caméra entre 2 classeurs, les orienter juste comme il faut pour qu'elle filme son bureau et la porte. On ne la remarquerait pas à moins de chercher vraiment et personne ne fouille une pile de classeurs poussiéreux dans un bureau sauf pour trouver une agrafeuse. Je me suis reculé juste au moment où elle revenait, tenant un café avec une mousse en forme de feuille. Merci, ma chérie, ai-je dit en le prenant avec un sourire. Je suis parti peu après, l'ai embrassé sur le front par habitude, et suis sorti de ce bureau le cœur battant. Je ne savais pas ce que j'allais voir. Je savais juste que j'allais enfin voir quelque chose. Pendant les 5 jours suivants, j'ai vérifié les enregistrements tous les soirs, comme une routine. Je rentrais du boulot, mangeais un truc sans conviction, puis m'asseyais sur le canapé pour regarder des heures de vidéos ennuyeuses. La plupart du temps, c'était ce à quoi on pouvait s'attendre, elle tapait sur son clavier, faisait défiler son téléphone, regardait par la fenêtre. Elle s'étirait beaucoup. Vérifiait son reflet sur son téléphone. Mordillait son stylo quand elle réfléchissait. Un instant, je me suis demandé si je n'avais pas fait une énorme erreur. Que peut-être je m'étais tellement mis des idées en tête que j'avais commencé à imaginer des choses. Le 6e jour, la caméra a tout capturé. C'était l'heure du déjeuner. Sa collègue était partie manger, et Camille est restée au bureau. Son téléphone a vibré. Elle a souri un vrai sourire, celui que je n'avais pas vu pour moi depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Vincent, son patron, est entré comme s'il était chez lui. Camille s'est levée. Ils ont échangé quelques mots que je n'entendais pas. Puis il s'est penché et l'a embrassée. Pas un bisou rapide. Pas une erreur. Sa main a effleuré sa hanche. Elle a touché son torse. Ils se sont regardés comme si le reste du monde n'existait pas. Après 10 minutes de discussion discrète et de flirt, ils sont sortis ensemble. Je suis resté sur le canapé, téléphone en main, vidéo en pause, le cœur totalement immobile. C'était là. Pas une intuition. Pas une théorie. Une preuve. J'ai sauvegardé la vidéo. Et j'ai su, à cet instant, que ça n'allait pas se terminer par une discussion. Ça allait se terminer par un plan. J'ai dû regarder cette vidéo une 20aine de fois. J'aurais dû être en colère et peut-être que je l'étais, mais surtout, je me sentais vide. Ce n'était pas juste la trahison. C'était la facilité. Le naturel. Comme si ce n'était pas nouveau. Comme si ça durait depuis un moment et que j'étais juste le mari idiot trop occupé par ses stocks et ses livraisons de téléphone pour le remarquer. Mais même là, je me suis dit, n'agis pas tout de suite. Pas encore. Tu as une pièce du puzzle. Maintenant, termine le tableau. Alors, j'ai laissé passer une semaine. Chaque jour, je vérifiais les enregistrements. Rien n'arrivait tout de suite. Certains jours, elle restait juste à son bureau, mâchant son stylo et tapant. Une fois, elle a regardé une vidéo de cuisine pendant 15 minutes d'affilée. Un autre jour, elle a fixé son téléphone si longtemps que j'ai cru que la batterie était morte. Mais le vendredi est arrivé. Il était environ 12h15.
Sa collègue avait pris sa journée au Camille l'avait mentionné la veille au soir, comme si de rien n'était. J'ai eu un pressentiment. Elle était habillée différemment ce jour-là. Chemisier plus ajusté, un nouveau que je n'avais jamais vu. Cheveux bouclés aux pointes, comme si elle allait quelque part après. Maquillage un peu plus appuyé que d'habitude. J'avais vu ce look avant, des années plus tôt, quand elle se faisait belle pour moi. Maintenant, je savais que ce n'était pas pour moi. À 12h27, la porte du bureau s'est ouverte. Vincent est entré. Sans frapper. Comme si c'était la routine. Il a dit quelque chose que je n'entendais pas. Elle s'est levée, souriante, et a verrouillé la porte derrière lui. Pas de baiser d'accueil cette fois. Pas de conversation. Pas d'hésitation. Il s'est avancé vers elle comme un homme en mission, et elle l'a rejoint à mi-chemin. Et là, sous mes yeux, ils ont commencé à faire des choses qu'aucune femme mariée ne devrait faire dans le dos de son mari. C'était rapide. Désespéré. Maladroit. Le pire, ce n'était pas ce qu'il faisait, c'était la façon dont elle le regardait pendant. Comme s'il était le seul homme au monde. Je n'ai pas arrêté de regarder. Je ne pouvais pas. Je suis resté là, respirant à peine, les mains crispées sur le téléphone jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. Mon cœur ne battait même pas, il sombrait. Et puis, quand ce fut fini, ils ont ri à nouveau. Elle a arrangé ses cheveux. Il l'a embrassée sur la joue et est parti. Comme ça. Elle s'est rassise, a vérifié son reflet dans la caméra de son téléphone, et a repris son travail comme si elle n'avait pas juste réduit notre mariage en cendres sur sa chaise de bureau. J'ai extrait la séquence. Claire, nette. Sans équivoque. J'ai fait des captures d'écran de la vidéo des dizaines. Chaque image où sa main était sur lui, chaque image où son visage était près du sien, chaque regard, chaque contact, chaque sourire. Je les ai imprimés. En haute qualité. Une par une. Je les ai étalés sur ma table ce soir-là, comme un détective résolvant un meurtre. Parce que, d'une certaine manière, c'était exactement ça, le meurtre lent et douloureux de la confiance, de l'amour et de la loyauté. Chaque photo était comme un coup de couteau. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas crié ni hurlé. Parce que je savais déjà que je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui m'avait déjà jeté. J'allais me préparer. Alors, j'ai élaboré un plan. Tout a commencé par une phrase simple, un soir après le dîner. Elle était sur le canapé, à faire défiler son téléphone comme d'habitude, jambes repliées, distante. Et, ai-je dit nonchalamment, et si on partait en vacances? Juste toi et moi. Quelque part au chaud. Pour se vider la tête. Se retrouver. Son pouce s'est arrêté en plein défilement. Elle m'a regardé, surprise, puis a souri, pas le sourire forcé que j'avais eu ces derniers mois, mais un vrai. Comme si je venais de lui offrir quelque chose qu'elle ne savait même pas vouloir. Tu es sérieux? Ouais, ai-je hoché la tête. On en a besoin. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Ça a l'air génial. C'était son erreur. Parce que là où elle voyait une seconde lune de miel, je voyais la scène finale. J'ai réservé une semaine dans un complexe tout inclus sur la Côte d'Azur vue sur la mer, suite magnifique, tout au top. Pendant qu'elle cherchait des maillots de bain en ligne, je commençais à emballer des affaires dans son dos. Peu à peu. Je faisais des allers-retours pendant la pause déjeuner, après le boulot, tard le soir. Je transportais tout dans un petit appartement que j'avais loué sous un autre nom à Mérignac. Rien d'extraordinaire, juste un endroit où atterrir en attendant la suite. Je faisais attention à laisser assez d'affaires pour maintenir l'illusion. Je préparais aussi les papiers de divorce. Le jour du départ, elle rayonnait. À l'aéroport, elle a posé sa tête sur mon épaule comme avant. Pendant le vol, elle m'a tenu la main. Tout ça sonnait faux. Tout. Mais j'ai souri. Je l'ai embrassée sur le front. J'ai dit les bonnes choses, joué le jeu. Si elle a remarqué quelque chose d'étrange, elle n'a rien dit. Elle semblait complètement absorbée par mon numéro. L'hôtel était magnifique. Eau turquoise, sable blanc, palmiers qui semblaient eux aussi en vacances. La nourriture était incroyable, et les 2 premiers jours, on a traîné près de la piscine, faisant semblant que tout allait bien. Elle riait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Prenait des photos. Portait de nouvelles robes. Me tenait même la main sur la plage.
Mais rien de tout ça ne comptait pour moi. Chaque fois qu'elle souriait, je voyais le rictus qu'elle avait eu pour lui dans son bureau. Chaque fois qu'elle me touchait, je voyais ses mains sur son torse. Chaque mot qu'elle disait semblait tiré d'un script auquel je ne croyais plus. J'ai joué le jeu. Pas pour réparer quoi que ce soit. Mais parce que c'était l'acte final, et je voulais qu'il soit parfait. Le matin du 4e jour, je me suis levé tôt. Elle était encore blottie sous la couverture, cheveux en désordre, respirant doucement. Je l'ai regardée un moment. Pas avec amour. Avec une sorte de tristesse que je ne peux pas expliquer. Comme dire adieu à une version d'elle qui n'existait plus. Quand elle a fini par bouger, je me suis penché et l'ai embrassée sur la joue. Je vais faire cette sortie plongée aujourd'hui, ai-je dit. Celle que tu ne voulais pas faire. Elle a marmonné quelque chose et s'est enroulée dans la couverture. Je serai de retour avant le dîner, ai-je ajouté. Promis. Je suis sorti avec mon petit sac de voyage et je ne me suis jamais retourné. J'ai appelé mon avocat pour vérifier les papiers de divorce. Il m'a dit que tout était prêt. À l'aéroport, j'ai éteint mon téléphone. J'ai acheté une nouvelle carte SIM pour qu'elle ne puisse pas me tracer. J'ai pris le premier vol pour Bordeaux, regardant les nuages défiler pendant que les hôtesses distribuaient des boissons et des bretzels. En rentrant, je suis allé directement chez mon avocat. J'ai pris les documents et discuté des questions financières qui m'inquiétaient. Puis je suis allé dans le nouvel appartement. Je ne suis pas retourné chez nous. J'ai passé la nuit là-bas, en silence. J'ai commandé à emporter. Pris une longue douche. Dormi comme un homme qui venait de poser le poids d'un animal mourant qu'il portait sur ses épaules. Le lendemain, je suis retourné à l'appartement en pas pour y vivre, mais pour finir ce que j'avais commencé. J'ai vidé le reste de mes affaires. Les placards, les tiroirs, tout ce qui était à moi. L'endroit semblait vide sans elle, et pourtant plus paisible qu'il ne l'avait été depuis des mois. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé une grande enveloppe. À l'intérieur, les papiers de divorce. À côté, une pile de photos imprimées au clair, indéniables, en couleur, d'elle et Vincent dans chaque étape de leur trahison. Je n'ai pas ajouté de mots. Pas besoin. C'était mon adieu. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et je l'ai laissée là pas en personne, mais en esprit. Parce que quand elle rentrerait de ce paradis en bord de mer, s'attendant à retrouver son mari, à continuer l'illusion, elle marcherait dans le silence. Pas de sac. Pas de brosse à dents. Pas de chaussures. Juste la vérité. Froide, brute, et en attente. Je n'ai jamais vu sa réaction en personne. Je n'ai jamais voulu. Mais j'en ai entendu parler, morceau par morceau, par des gens assez proches pour voir les étincelles, mais assez loin pour ne pas se brûler. Des amis. Des collègues. Un ou deux voisins. Quand je ne suis pas rentré à la nuit tombée, elle a paniqué. Au début, elle a cru que j'avais juste du retard. Peut-être que l'excursion de plongée avait duré plus longtemps. Peut-être que mon téléphone était mort. Elle a attendu près de la piscine pendant des heures, lunettes de soleil sur le nez, touchant à peine son verre. À l'heure du dîner, elle a interrogé le personnel de l'hôtel. La réception. Le concierge. Même le barman. Personne ne m'avait vu depuis le matin. Le lendemain, j'étais officiellement porté disparu. Elle a pleuré à la réception, affirmant que j'étais parti en excursion et que je n'étais pas revenu. Ils ont appelé les autorités locales. Un rapport a été déposé. Elle s'est rendue au commissariat pas une, mais 2 fois. En larmes, tremblante, disant que son mari avait disparu sans un mot. Elle a prolongé le séjour de 2 jours, espérant que je reviendrais. Quand ça n'a pas été le cas, elle a pris l'avion seule. Fini les marques de bronzage, fini les robes d'été, juste un coup de soleil fané et le poids de l'angoisse. Elle est rentrée à notre appartement dans l'après-midi. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais je sais ce qu'elle a découvert. La clé fonctionnait encore. Le couloir semblait inchangé. Mais dès qu'elle a franchi la porte, ce n'était plus chez elle. Mes vêtements? Partis. Mes chaussures près de la porte? Partis. L'odeur de mon eau de toilette, le bruit de mes fredonnements en préparant le café ou tout ça, envolé comme la fumée d'une bougie éteinte. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était le silence. Et une pochette sur la table de la salle à manger. Elle était là, comme si elle l'attendait.
Une épaisse enveloppe Kraft, bien centrée. Dessus, son nom en lettres majuscules ou écrit à la main. À l'intérieur, les papiers de divorce, signés et prêts. Et en dessous, des photos. Des dizaines. Elle et Vincent. Riant. S'embrassant. S'enlaçant dans son bureau comme si c'était leur cachette privée. Une par une, image par image, imprimée en couleur nette. Tout ce que j'avais rassemblé, toute la vérité que j'avais retenue, exposée sur papier. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Mais sa réaction? La femme de Vincent a reçu le même paquet. Pas d'adresse de retour, pas de mots. Juste une enveloppe soignée contenant des vérités qu'elle n'avait pas demandées mais qu'elle méritait de savoir. Photos, chronologie, moments indéniables figés sur papier. Elle n'a pas réagi calmement. D'après ce que j'ai entendu, elle l'a confronté dans son bureau. Bruyamment. Elle a crié si fort que les gens des autres étages l'entendaient. Elle lui a dit de faire ses valises et de quitter la maison. Elle a menacé de le traîner dans tous les tribunaux de la ville. Camille a été virée. Sur le champ. Officiellement, pour violation du règlement de l'entreprise. Mais on sait tout ce que ça veut dire. Quant à son patron, il a été suspendu en attente d'une enquête. D'après ce que je sais, il a été rétrogradé et muté. Tout ce secret, toutes ces cachotteries, tous ces mensonges pour finir sans emploi et abandonné par l'homme pour qui elle avait sacrifié son mariage. Cette semaine-là, je suis resté discret. Je suis resté dans mon nouvel appartement. J'allais au travail comme si tout était normal. Je souriais quand il le fallait. Je ne disais rien à moins qu'on me pose des questions et même là, je ne donnais que des bribes. Mais les retombées? Elles se sont répandues vite. La vérité était là, dehors, et elle vivait sa propre vie. J'ai appris plus tard qu'elle avait essayé de récupérer son poste. Elle disait que c'était une affaire privée, que l'entreprise n'avait pas le droit d'interférer. Mais à ce moment-là, son patron s'était déjà désengagé. Il était en mode contrôle des dégâts. J'imagine que leurs petites escapades au bureau n'étaient plus aussi amusantes. Et moi? J'en avais fini avec le rôle de victime. Je ne cherchais ni pitié ni compassion. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais juste être libre. Elle avait pris ce qu'on avait et y avait mis le feu. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer qu'elle sente la chaleur. Pas juste une fois. Mais chaque fois qu'elle entrerait dans un entretien d'embauche et qu'on lui demanderait pourquoi elle avait quitté son dernier boulot. Chaque fois qu'elle ouvrirait son téléphone, ferait défiler nos photos, et verrait une vie qu'elle n'avait plus. Chaque fois que quelqu'un mentionnerait mon nom et qu'elle réaliserait que la porte était fermée et qu'elle ne s'ouvrirait plus jamais. Camille a essayé de me retrouver avant le procès. Elle rôdait autour de mes boutiques. Je l'ai vue par la vitrine. Mais j'ai tout fait pour l'éviter avant l'audience. 6 semaines plus tard, je me suis retrouvé à entrer dans un tribunal de Bordeaux un mardi pluvieux, en chemise propre et jean, les papiers de divorce en main. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais même plus en colère. Je voulais juste en finir. C'était étrange de savoir que les 2 dernières années de ma vie allaient être réduites à un tampon et une signature. Mais c'est ce qui arrive quand l'amour devient poison. On le coupe avant qu'il ne se propage davantage. Elle était déjà là quand je suis entré. Camille. Même cheveux blonds, rouge à lèvres différents. Elle portait un blazer, comme pour avoir l'air organisé. Mais je voyais dans ses yeux la tempête sous la surface. La panique, l'amertume, l'humiliation. Ça ne se cache pas. Ça se voit dans la façon dont on bouge, dont les doigts tremblent quand on fait semblant de vérifier son téléphone. Elle m'a vu et est venue droit sur moi. Vite. J'ai à peine eu le temps de me préparer qu'elle était devant moi, yeux fous, joues rouges. Elle m'a poussé légèrement avec la paume pas fort, plus par agacement et s'est mise à crier. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle hurlé. « Tu as ruiné notre mariage, ruiné ma carrière. » Je n'ai rien dit. Je suis resté là, main le long du corps, calme comme une pierre pendant qu'elle sifflait et sanglotait, sa voix attirant les regards. « Tu trouves ça juste? Tu penses que je mérite ça? » La sécurité est arrivée en quelques secondes. Un des gardes s'est placé entre nous, main levée, voix calme. « Madame, reculez, s'il vous plaît. » Elle a essayé de le repousser, mais elle n'avait aucune chance. Ils l'ont doucement éloignée, l'ont assise dans la salle d'attente pendant qu'elle couvrait son visage de ses mains,
marmonnant des choses que je n'entendais pas. Au tribunal, c'était silencieux. Il n'y avait rien à débattre. Pas d'enfants. Pas de dette commune. L'appartement était en location. J'avais déjà déménagé. Le juge a parcouru les documents, posé quelques questions, et 15 minutes plus tard, c'était fini. Coup de marteau. Mariage terminé. En sortant, je me dirigeais vers la sortie, ne m'attendant à rien de plus. Mais en traversant le couloir, je l'ai entendu derrière moi. Antoine. Je me suis retourné. Elle était là, sans feu dans les yeux cette fois. Juste un éclat humide qui n'y était pas avant. Sa voix tremblait, comme si elle allait s'effondrer à chaque mot. « S'il te plaît » a-t-elle dit. J'ai été stupide. J'ai déconné. Je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas ce que je faisais. Je pensais vouloir autre chose. Mais ce n'était pas réel. Elle s'est rapprochée. Tu me manques. Nous me manquons. S'il te plaît. Il y a un temps pas si lointain où j'aurais tout lâché pour la prendre dans mes bras. Où ce regard m'aurait brisé en deux. Mais plus maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit les mots que je gardais en moi. Tu es une traîtresse et une femme sans valeur. Je ne veux plus jamais te voir. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis retourné et je suis parti. Je ne l'ai plus jamais revu. C'était le dernier chapitre de Camille dans ma vie. Ce qui lui est arrivé ensuite, je m'en fichais. J'ai entendu par une connaissance commune quelqu'un qui travaillait près de son ancienne agence qu'elle avait fini par prendre un job dans une boutique de vêtements dans un centre commercial à Pessac. Plier des pulls. Tenir la caisse. Mais ce n'était plus mon monde. Le mien allait de l'avant. Les affaires prospéraient. J'avais ouvert 2 boutiques de plus, mis à jour le site web, embauché du personnel. Mon équipe était solide. Loyale. Je me suis jeté dans le travail, non pas pour l'oublier, mais pour me rappeler qui j'étais avant qu'elle n'arrive. 1 an plus tard, un magazine local sur les entrepreneurs a publié un article sur les patrons de petites entreprises qui faisaient des vagues dans la région. Ils m'ont choisi pour un portrait. Il y avait des photos au moins devant une de mes boutiques, chez moi dans ma nouvelle maison, à côté de ma camionnette avec le logo de l'entreprise. L'article parlait de croissance, de constance, de rebond après les épreuves. Ils n'ont pas mentionné Camille. Pas besoin. Quelques jours après la parution, j'ai reçu un appel de mon vieil ami Thomas. « Mec, a-t-il dit en riant à moitié, tu ne vas pas le croire. Cet article ? Camille l'a vu au boulot. Elle a pleuré dans la réserve pendant presque 1 heure. La gérante a dû la renvoyer chez elle plus tôt. Je n'ai pas demandé plus de détails. J'ai juste souri. Les infidèles ne perdent pas seulement l'amour. Ils perdent tout. Et parfois, la seule vengeance dont on a besoin, c'est d'avancer. Silencieusement. Complètement. Et mieux qu'avant. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous qu'elle a reçu ce qu'elle méritait ou que la punition était trop sévère? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.